Vous êtes sur RTL. Il est venu le temps des philosophes, on en parle aujourd'hui avec Marie Robert. Bonjour Marie. Bonjour Flavie. Bienvenue sur RTL, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes professeur de lettres et de philosophie. Alors il est tout beau, il est tout chaud, il a une semaine, même pas. Exactement, voilà, même il est sorti pas. mercredi Il vient de dernier. l'être. On l'attendait avec impatience, il est beau, il est tout bleu et ça s'intitule Descartes pour les jours de doute. C'est aux éditions Flammarion Versilio. C'est votre deuxième livre de philosophie. On est ravis de vous recevoir pour en parler. Vous la connaissez depuis longtemps, cette vieille tante acariâtre qu'on appelle la philosophie? J'ai la chance de ne jamais l'avoir rencontrée, en fait. En revanche, vous n'avez rencontré que la bonne copine et tous les aspects hyper positifs. Et au contraire, celle qui nous pousse, celle qui nous donne envie de faire des grands sauts dans le vide, celle qui nous donne de l'audace, parce que c'est ça aussi la philosophie. Alors après, elle n'est pas toujours présentée de cette façon-là. Et moi, j'ai eu la chance, parce qu'on en vient toujours là, d'avoir eu une prof de philo en terminale qui m'a donné envie d'aborder cette voie. Donc évidemment, c'est une chance et je l'apprécie et c'est ce que j'ai envie de transmettre. Mais surtout, plus j'avance et encore plus en écrivant ce livre, je me rends compte que la philosophie ne parle pas d'autre chose que de nous. Mais c'est ça. Et de notre vie quotidienne. Et c'est ça que je trouve extrêmement émouvant. En plus, c'est que c'est un fil tendu. On se rend compte qu'Aristote, grosso modo, avait les mêmes problèmes que nous. Le désir, c'est compliqué. L'amour, c'est compliqué. La rupture, le deuil, tout ça, c'est compliqué. Et c'est ça, la philo. C'est aborder et affronter cette complexité. Mais qu'est-ce qui fait que la philosophie peut avoir des allures de musée? Vous savez, parfois, certains ont peur de pousser la porte d'un musée en se disant, voilà, c'est la culture, ça n'est pas pour moi. Qu'est-ce qui rend cette philosophie pour certains inaccessible et presque condescendante, un peu au-dessus, quoi? Bien sûr, j'irais même dire jusqu'à dire élitiste, un peu prétentieuse, très très figée dans son temps. Sans doute, en fait, parce qu'on confond l'histoire de la philosophie et la pratique philosophique. Donc quand on arrive en terminale, on a grosso modo 9 mois pour apprendre de la méthodologie, faire des fiches, une autoroute d'auteur avec des termes compliqués. C'est non seulement un peu court, c'est pas forcément le bon moment parce qu'on est hyper stressé, qu'on a d'autres matières à aborder, donc ça vient s'ajouter, et parce que tout d'un coup, en quelques mois, il faut apprendre une méthodologie et voilà, apprendre un parcours d'auteur. C'est pas ça la philo. Moi je commence la philo très jeune avec mes élèves puisque je la commence dès 6 ans dans des ateliers philo. Et là, croyez-moi, ils n'ont pas non plus rencontré la grande tante acariâtre. Au contraire, ils sont juste dans les questions, la curiosité. Ah, mais pourquoi? Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un souvenir? Et puis, où est-ce que ça passe? Mais pourquoi je suis libre? Voilà. Donc là, on est vraiment dans cet étonnement. Parce qu'il ne faut pas oublier que le point de départ de la philo, c'est cette capacité à s'étonner. Et ça, je pense qu'on est capable de le faire tous les jours, bien au-delà de la terminale. Tous à vos copies. Aujourd'hui, c'est cours de philosophie jusqu'à 16h en direct sur RTL. Mais savez-vous que l'on fait de la philo au quotidien sans le savoir? D'ailleurs, on est fait pour s'entendre. Regardez, tous les jours, on se retrouve sur cette antenne, on pose une question, et puis pendant une heure, on réfléchit, on débat, on s'intéresse, on s'ouvre l'esprit. Et puis parfois, à la fin de l'émission, vous nous envoyez des messages sur nos réseaux sociaux et vous dites « Ah merci, j'avais pas vu les choses comme ça. Et puis maintenant, tout à coup, ça m'éclaire. Et puis ça me permet d'aborder la vie différemment. » C'est un peu ça la philo en fait, Marie Robert. Vous êtes notre invitée jusqu'à 16h. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est vraiment, je dis toujours, c'est créer un espace de respiration. En fait, c'est se mettre dans une bulle où tout d'un coup on fait un pas de côté et on se dit ok, je vais aller regarder. Et ce qui est hyper important, on parlait des enfants mais c'est pareil pour les adultes, c'est qu'on nous apprend tellement dans le système scolaire normalement à résoudre un exercice, à aller d'un point A à un point B. Sauf qu'on se rend bien compte, et vous en êtes la preuve dans cette émission, que non seulement on sait jamais où on va, qu'il y a plein de nuances, que plein de situations méritent d'être regardées sous différents angles, donc que c'est hyper important d'apprendre aussi à simplement se poser la question et la laisser comme ça, infuser, et qu'on n'aura pas la même réponse à 17 ans qu'à 35, et que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle évolue. Et ça aussi, c'est de faire de la philosophie, c'est-à-dire toujours avoir pouvoir être capable de considérer la question et de voir les différentes pistes qu'on va donner et puis d'en choisir une, la meilleure possible pour l'instant. C'est intéressant parce que vous nous parlez de Descartes, de Nietzsche et puis il y a aussi le livre de Marie Robert qui est sorti cette semaine, enfin la semaine dernière, Descartes pour les jours de doute et autres philosophes inspirants chez Flammarion Versilio. Est-ce qu'on est obligé, Marie, de s'attaquer à Nietzsche, à Descartes, à Platon, à Spinoza, à ces grands philosophes pour aimer la philosophie? Parce qu'on a l'impression de s'attaquer à des monuments, quoi. Non, et justement, pour moi, il y a une réflexion qui est en deux temps. En fait, mais même que ce soit en cours ou même pour recommencer la philo, pour la redécouvrir, faut déjà passer par le concret, par les situations de la vie quotidienne et par le réel. Et moi-même, dans ma manière d'enseigner, je commence toujours par prendre la notion et leur raconter où est-ce qu'elle se retrouve, cette notion. Et c'est ce que je fais dans mon livre. Oui. Donc, pour par exemple parler de la honte, je vais déjà raconter
le moment où on s'est planté, on a envoyé un texto à la mauvaise personne. Et c'est parce qu'on plonge dans l'histoire, c'est parce qu'on plonge dans une situation du quotidien qu'ensuite on peut raccrocher aux philosophes. Mais on n'est même pas obligé, ça devient dans un second temps. On n'est pas obligé de les connaître. On n'est pas obligé de les connaître. En fait, pour comprendre, pour avoir ce moment de recul, ce moment de réflexion, ce moment où on analyse en fait ce qui nous arrive, on n'a pas besoin de donner des références. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure que c'est très différent pratiquer la philo que de faire de l'histoire de la philosophie. Et en fait, il y a toujours ce côté hyper complexant, parce qu'il faut bien le dire, quand on ouvre Kant, c'est quand même très difficile de comprendre quoi que ce soit. Par contre, quand on se rend compte que Kant fait la différence entre la raison et la passion, quiconque a été largué une fois dans sa vie peut faire tout à fait cette distinction. N'est-ce pas, Julien? Et donc, le pauvre, on avait réussi à le rattraper, on va pas lui faire bon. Je plaisante, pardon. Donc vraiment passer par le concret. Et moi, la démarche, c'était aussi ça dans mon livre, c'est-à-dire de réconcilier avec la philo. Et après, à la fin, je donne toujours une idée de livre à lire si on en a envie. Et voilà, est une passerelle. Mais bien sûr que c'est pas obligatoire. Et là, déjà, quand on part de ce principe-là, effectivement, je pense que c'est moins paralysant, parce que sinon, la philosophie, et Julien le dit très bien, c'est une terminologie. Donc on a l'impression qu'il faut absolument avoir le mot juste, sinon on peut pas naviguer. Alors qu'en fait, c'est complètement faux. On a tous un cerveau, on a tous notre capacité de réflexion, et on a tous la capacité de prendre 5 minutes dans notre journée pour se dire, oula, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Voilà. Et Julien, je vous garde un instant. Marie, je vais vous demander une réponse assez rapide, mais est-ce qu'il faut être intelligent pour accéder à la philo, dans cette idée à un moment donné de, vous voyez ce que je veux dire, quand vous dites c'est accessible à tous, en fait, quand on dit que tout le monde fait de la philo, en fait, on confond, mais bien sûr, on confond d'ailleurs l'intelligence et être intellectuel. En fait, c'est pas on peut avoir une philo de vernis et une philo avec des citations pour un dîner, mais ça c'est tout autre chose. En fait, partant du principe où on réfléchit, tout le monde peut le faire. Voilà, Julien. Audrey nous écrit qu'elle vous suit, Marie-Robert, sur votre compte Instagram. Le compte Instagram de Marie, c'est Philosophie is Sexy. Philosophie is Sexy. Et vous aurez d'ailleurs tous les jours un petit enseignement philosophique qui est très sympa. J'adore lire ses écrits qui sont pleins de bon sens, nous écrit Audrey. Son joli sourire me donne la pêche. Allez sur rtl.fr, vous comprendrez. Elle est heureuse d'entendre enfin votre voix. Adeline nous écrit, et ça va vous faire plaisir aussi, Marie. Mon fils de 10 ans se pose sans cesse des questions sur tous les sujets et j'essaie de lui répondre au mieux. Dernièrement, on parlait d'amour, pourquoi je n'aimais plus son père et pourquoi je l'avais aimé aussi. Et on aborde souvent des sujets complètement différents. Ça me rappelle mes 8 heures de philo par semaine, bac littéraire oblige. Donc la philo, ça sert aux mamans qui ont un enfant très curieux. Est-ce que nos enfants sont des philosophes, des graines de philosophes? Alors déjà, je suis absolument ravie des 2 témoignages. D'abord, merci à Audrey, ça me fait toujours très plaisir d'entendre ça. Et évidemment, pour l'autre témoignage, bien sûr que nos enfants sont des philosophes, parce que je dirais au contraire plus que jamais. Cet âge, alors généralement, ça peut commencer vers 5 ans, où tout d'un coup, c'est la découverte complète du monde. Et en fait, c'est ça la philosophie, c'est mettre des pourquoi sur absolument tout. Ça interroge, hein? Ça interroge sans cesse, parce que ça a besoin de construire leur représentation. Le point de départ, je le disais tout à l'heure, de la philo, c'est cette capacité à s'étonner. Alors à s'étonner des rapports humains, à s'étonner de pourquoi il y a des étoiles dans le ciel, mais où est-ce qu'on passe après la mort. Donc c'est cette surenchère en fait de questions. Et c'est pour ça que c'est un âge très propice à la philo, et cette maman a complètement raison. Elle sert aussi dans le rapport parent-enfant, parce que c'est aussi leur permettre aux enfants d'aborder leur monde, d'aborder l'existence et de créer un dialogue. Parce que bien sûr que les parents pourront pas répondre à tout. Très souvent, il y a des parents qui me disent « Oh là là, mais je suis paniquée, je sais pas quelle est la vraie réponse. » Mais peu importe. On s'en fout, c'est pas la démarche la vraie réponse. C'est vraiment l'idée juste de dialoguer avec son enfant et de naviguer entre différentes idées. C'est un magnifique moment. Et d'ailleurs, je dirais qu'il n'y a pas véritablement de réponse en philosophie. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est la culture du doute. Complètement. Et de l'interrogation. Et on peut dire à nos enfants, écoute, je ne sais pas, voilà ce que je pense, ou voilà les pistes de réflexion qui s'offrent à nous, mais je ne détiens pas la réponse. Exactement. Et la vérité. L'autre jour, j'animais un atelier philo, et en début d'année, les enfants sont toujours un peu paniqués quand ils n'ont pas l'habitude. Et il y en a un enfant un peu scolaire qui me dit « Bon, c'était très intéressant, mais quelle est la vraie réponse à la fin ?» Et je lui dis « Bah non, il n'y en a pas. Par contre, on peut continuer à se questionner ensemble, on peut continuer à aller chercher des réponses aussi, et c'est là où dans un second temps c'est intéressant. On peut aller se documenter, aller regarder un documentaire, un livre, mais
il y a juste la meilleure voie possible pour le moment. Et toute notre vie, c'est ça. C'est choisir, ok, là, je vais choisir ce chemin-là. Et puis, on verra. J'en prendrai peut-être un autre un peu plus tard. Et c'est l'idée du possible en prenant un autre chemin aussi. La philo, c'est un peu l'ennemi des certitudes, quoi. Hein, et c'est en ça que c'est intéressant. En 2 mots, je vous ai vu réagir à 2 mots qu'a employé Pauline, Marie. On va le développer rapidement. On le fera un petit peu plus longuement juste après. Ranger et tenir la maison. Mais oui, c'est ça. Les impératifs, la contrainte, ce moment, on n'a plus du tout d'espace pour soi. Et donc, toute l'idée, ça va être justement d'en créer. Alors, en prenant sa douche, en coupant des carottes, mais en fait, avoir ce moment où justement, on a l'espace de la pensée. Et ça, c'est ça notre liberté aussi. Ouais. C'est pour ça que moi, j'ai envie de dire à Pauline, dans cette journée, comme je comprends, tellement lourde et harassante, tellement difficile, mais s'octroyer des espaces de pensée, s'autoriser ce moment. Alors, ça peut être sous la douche, hein. La philo sous la douche, ça fonctionne très bien. Juste, à quoi j'ai envie de penser pour me faire du bien, pour trouver du réconfort et pour m'aligner. Et puis en fait, elle en fait de la philo avec ses filles, elle en fait de la philo au quotidien, dans la gestion aussi du temps. Exactement. Marie-Robert. Oui, parce que je crois que dans votre témoignage, Pauline, ce qu'il y a d'émouvant, c'est en fait votre courage et votre détermination. Et ça, le courage et la détermination, ce sont déjà des notions philosophiques que d'ailleurs j'aborde dans le livre. Alors d'abord avec Montaigne, avec l'idée de dire, mais en fait, on est confronté à des rythmes qui parfois nous échappent, mais on est obligé d'y faire face. Et on est obligé d'aller puiser en nous une énergie pour quand vous dites, après avoir fait le repas, il faut encore travailler, il faut que je reparte. Ça, vous allez puiser cette énergie, et pour aller la puiser, même si elle vous manque, vous êtes bien capable de mettre en perspective votre journée et vous dire non, il faut que je fasse. Donc vous utilisez aussi votre pensée et votre réflexion pour mettre en place le reste de votre journée. Qu'est-ce qu'il disait Montaigne par exemple? Montaigne, il explique vraiment une chose qui me semble extrêmement importante, c'est de dire il faut qu'on arrive à trouver un rythme qui est cohérent pour soi en fait, auquel on donne un sens. C'est pas tant accélérer ou ralentir, parce que très souvent on entend de plus en plus il faut ralentir. Sauf qu'on peut pas toujours. Et puis en plus il y a des gens qui n'ont pas envie, on a des contraintes. C'est juste essayer de donner du sens à ce rythme. Et en fait, quand Pauline décrit sa journée, même si elle est fatigante, elle lui donne du sens. Parce qu'en fait, à chaque étape, c'est quelque chose qui est pensé et qui est sensé. Donc il y a vraiment cette idée de trouver son tempo. Et même si je vous souhaite qu'il évolue quand même au cours de votre vie pour que ce soit un peu plus doux pour vous, mais le tempo, elle a trouvé ça, Marie. Bien sûr, mais je crois que là, ce que vous soulignez, Flavie, c'est l'idée de déterminer ses priorités. Alors des impératifs et des impératifs, on en a tous, hein. Mais juste s'octroyer de temps en temps, quitter un peu ce il faut pour rejoindre le mais. Moi, j'ai envie de quoi. Et effectivement, c'est juste des petites bulles, des petites capsules, parce qu'il s'agit pas de déconstruire sa vie. Et moi, je veux pas du tout, d'ailleurs, qu'on entende ça. C'est pas pour culpabiliser encore plus, parce qu'on s'impose un moment de réflexion. Loin de là. C'est juste parfois prendre 5 minutes pour boire son café et ne rien faire, ou juste sortir, faire un tour de pâté de maison. Ça peut être 3 fois rien, mais juste comprendre que c'est aussi une priorité, en fait, que de s'écouter, que de se faire du bien et que de souffler. Et ces moments où on souffle, c'est aussi des moments de créativité, c'est aussi des moments où nous apparaissent d'autres idées, c'est des moments où on va trouver des solutions. Donc ce sont des moments importants parce que c'est comme si notre corps et notre esprit nous remerciaient en fait de leur donner ce petit espace. On en parlait tout à l'heure avec Instagram. Moi, dans des journées très remplies, le soir, j'écris mon post et pour moi, c'est un petit moment de réflexion. C'est quelques lignes, c'est 3 fois rien, mais c'est quelques lignes où je me pose et je me dis ok, je vais les écrire, ça va me faire du bien et je vais les partager. Donc c'est vraiment ça, s'autoriser et comprendre que c'est aussi une priorité que d'utiliser sa pensée. Et puis effectivement, comme vous le disiez il y a un instant, ça porte ses fruits. Complètement. Ça permet parfois de voir s'ouvrir d'autres chemins qu'on n'aurait pas forcément imaginés, des chemins de pensée. On le dit souvent, à quoi ça sert la philo? Parce qu'on a un rapport, on est dans un monde où on a un rapport hyper, il faut que ce soit efficace, il faut que ce soit utile, il faut que ça porte. Mais en fait, ces moments juste où on laisse glisser en fait le fil de ses pensées, où on se laisse juste réfléchir, sont souvent beaucoup plus efficaces. Alors peut-être pas immédiatement, parce qu'on n'est pas dans la tâche, on n'est pas dans le faire, mais tout d'un coup, on va regarder la situation différemment et on va se sentir vachement mieux. Voilà, on va trouver une solution. D'ailleurs, elle est intéressante, cette émission, grâce à Marie-Robert, qui sort cet ouvrage Descartes pour les jours de doute et autres philosophes inspirants chez Flammarion Versilio. Ouvrez-le, ce livre, et vous verrez à quel point la philosophie est à la portée de tous et à quel point elle peut nous aider dans la vie. En fait, la philo, elle est parfois perçue, pour le dire poliment, comme une forme de masturbation intellectuelle.
Marie Robert. Qu'est-ce qu'il y a pour ne pas dire les choses autrement. Donc, alors que nenni, pareil, certains en font. Hein. On en croise certains qui Mais parce qu'en fait, souvent, on se dit, c'est juste penser pour penser. Et effectivement, ça revient à ce qu'on disait au début de l'émission, pour faire un peu des belles phrases, pour balancer 2-3 citations dans un dîner. Voilà. Donc là, évidemment, ça n'a pas d'intérêt. Et effectivement, là, c'est de la masturbation intellectuelle. Mais ce n'est pas que ça, la philosophie. Et au contraire, moi, je revendique une approche beaucoup plus ancrée dans la réalité, beaucoup plus concrète, en fait. Et c'est aussi à travers les situations de mon livre. Mais le point de départ, c'était vraiment de dire, la philo, c'est ici et maintenant, quoi. C'est au quotidien. Mon premier livre, le point de départ était Spinoza chez Ikea, parce que j'étais en train de pleurer chez Ikea et qu'il me fallait du réconfort. Et que c'est Spinoza qui a débarqué. Et heureusement, quand on est prof de philo et qu'on pleure chez Ikea, on pense à Spinoza. Et tout d'un coup, en pensant à une remarque de Spinoza, je me suis calmée. Donc ça sert à ça. Là, c'est pas du tout... là, l'utilité, en fait, elle est immédiate. C'est un outil, la philosophie. Alors certains pourraient s'en offusquer de la façon dont on en parle, mais moi, je pense que c'est un outil que l'on a tous à portée de main pour vivre mieux. Exactement. Alors, pour se faire du bien. Vous abordez énormément de situations. Quand vous allez ouvrir le livre de Marie, vous comprendrez, en fait, ce sont des situations de la vie quotidienne et puis un philosophe qui vient à votre secours avec ses préceptes, ses réflexions. Alors, on a Rousseau qui nous aide dans les parcs d'attractions et puis on a aussi des philosophes qui nous aident dans des situations de la vie qui sont délicates, comme la situation de la honte. On se trimballe tous une petite honte, là, comme ça, voire grosse honte qui nous empêche un peu de dormir. Qui n'a jamais vécu le moment de honte, le texto envoyé à la mauvaise personne, et là, il n'y a rien à faire, parce qu'on rame. C'est trop tard. Et c'est fait. Et en fait, on a tous vécu des moments de ce type. Et moi, effectivement, donc je décris la situation où dans un week-end entre amis, on envoie pour dire du mal d'un des amis, on envoie le texto, sauf qu'on l'envoie à tout le monde. Et là, il n'y a plus rien à faire. Et là, qui nous vient en aide? Parce que quand je dis nous vient en aide, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qui nous apporte du réconfort, puisque de toute façon, il n'y a plus rien à faire. J'utilise Sartre dans un chapitre qui s'appelle Sartre à la crème. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Sartre nous dit, finalement, la honte, au bout d'un moment, les autres s'en moquent. Parce que finalement, c'est pas agréable sur le coup, mais très vite, ils vont passer à autre chose. La honte, elle vient vraiment de nous. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas trop se voir comme ça. On n'aime pas trop avoir écrit ce texto et on se sent un peu gêné et un peu ridicule. Et en fait, Sartre nous dit, mais c'est hyper intéressant comme moment. Parce que tout d'un coup, on est obligé de se questionner. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai pensé ça? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe en moi émotionnellement pour que je sois pour que j'ai fait cette erreur ou que je me sois retrouvée dans cette situation? Donc en fait, la honte, au lieu d'être un truc qu'on a envie de cacher et de se mettre à l'écart, devient un véritable espace de pensée pour peut-être avoir une révélation. Finalement, si j'ai envoyé ce texto, c'est peut-être que j'avais réellement un truc à dire, ou c'est peut-être que cette personne, je dois plus la voir, ou c'est peut-être que je dois aller prendre un café avec lui et lui dire en face, finalement. Et donc, tout d'un coup, ça enclenche plein de choses. Donc, non seulement ça nous apaise parce qu'on se dit, je vais en profiter pour penser, et en plus, ça nous fait, tout d'un coup, ça nous fait nous rendre compte d'un truc qu'on avait envie, qui était important pour nous. Je disais l'autre jour, mais en fait, faire de la philo, c'est comme mettre une autre paire de lunettes. Et c'est vraiment ça. Et Charlotte, c'est ce qu'elle fait. Voilà, elle a mis une autre paire de lunettes et elle s'est dit, je vais développer des projets, ça va pas m'empêcher, je vais continuer, je vais aller chercher, je vais me glisser dans tous les interstices possibles pour trouver de la liberté, pour trouver de l'action. C'est admirable. Et l'idée de savoir demander de l'aide et de collaborer, alors voilà des jolis mots aussi. Bien sûr, l'aide et la collaboration, mais ça aussi. L'entraide. Qui sont aussi ce moment où on est capable, en fait, d'aller chercher des personnes ressources, en fait, d'aller chercher ce qui va nous apporter. Et là aussi, c'est une démarche philosophique. C'est la démarche de se dire, mais c'est pas que mon jeu, c'est pas que moi, c'est comment on va tous ensemble réussir à coopérer, à s'entraider et construire un nous. Donc c'est tout à fait, je pense que Charlotte est tout à fait philosophe. Merci Charlotte. Marie Robert, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je vous embrasse bien fort, avec affection. Et puis votre ouvrage, donc Descartes pour les jours de doute, vous le retrouverez donc aux éditions Flammarion Versilio et Philosophée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.